Hamlet, c'est le milieu de la carrière dramatique de Shakespeare. C'est un point d'ancrage très fort entre un avant et un après. Toute la période précédente est la période de l'ascension de Shakespeare au niveau du théâtre, entrecoupée par des périodes de fermeture des théâtres en raison des épidémies de peste qui ravagent Londres. Donc pendant ces périodes-là, Shakespeare se tourne plus vers l'écriture poétique. Il va écrire des poèmes narratifs. Quand les conditions matérielles de la représentation le lui permettent, il se replonge dans l'art dramatique. Donc la première période, c'est principalement des comédies, et puis des pièces historiques, les pièces dites historiques, qui sont donc des drames, des tragédies généralement. On qualifierait de tragédie si elles n'avaient pas l'étiquette supplémentaire de pièces historiques, c'est-à-dire des pièces basées sur la représentation de la couronne d'Angleterre et d'une succession de rois de l'histoire de l'Angleterre du Moyen-Âge, qui, bien entendu, mettent en lumière un certain nombre de vices du pouvoir royal en tant que tel et des dimensions patriotiques dans l'histoire de la guerre de Cent Ans, par exemple, qui font date, en quelque sorte, dans la mémoire collective anglaise. Par exemple, si on pense à la bataille d'Azincourt et à Henri V, il est évident qu'aucun citoyen anglais d'aujourd'hui, je crois, n'est capable de penser à Azincourt sans avoir en mémoire la scène de Shakespeare. Donc il est évident que le succès de ces pièces historiques et la manière dont Shakespeare les travaille, qui est assez spécifique par rapport aux autres auteurs de pièces historiques, en fait en quelque sorte des instruments de construction d'une mémoire collective, d'une identité anglaise, d'une mémoire nationale. Donc il est déjà, à ce niveau-là, il s'est déjà fait une réputation, il a déjà cette fonction-là, je crois, dans l'inconscient collectif de ses concitoyens. Beaucoup de succès aussi, bien sûr, dans la veine comique, tout simplement, qui est censé être un genre moins noble, mais qui pour autant est extrêmement populaire. Donc il a aussi exploré à peu près tout le registre de la comédie, de la farce, du grotesque, de la comédie amoureuse. Et puis il a inventé quelque part la tragédie amoureuse avec Roméo et Juliette. Donc on a déjà à la fois une utilisation extrêmement forte et efficace de tous les ressorts des genres théâtraux, de la comédie et de la tragédie, et une volonté de renouveler le genre, de recréer autre chose, de tenter d'autres combinaisons et de voir quel est le résultat auprès du public. Donc Hamlet, effectivement, c'est une pièce que l'on regarde généralement, au niveau de la critique, davantage comme la première de la série des grandes tragédies que la conclusion de ce qui précède. C'est plutôt un changement d'optique, avec Jules César également. Alors il y a des raisons tout à fait faciles à lier à ce changement d'optique de la carrière de Shakespeare. Non seulement il a déjà exploré à peu près tous les rois de l'histoire médiévale anglaise, mais aussi il est de plus en plus difficile au niveau de la censure officielle de montrer la monarchie anglaise sur scène, à cause du renforcement de la censure, à cause des petites révoltes et rébellions qui grondent à la fin du règne d'Élisabeth, la censure se renforce. Donc Shakespeare, finalement, pour pouvoir continuer à faire de la tragédie politique, doit se tourner vers d'autres sphères géographiques et d'autres périodes historiques. Donc il se tourne vers le Danemark pour montrer un personnage de roi corrompu, de royaume où le désordre règne à cause de la corruption du roi. Il se tourne aussi, on le voit dans Jules César un petit peu avant, vers la Rome antique, et donc un autre régime politique que le régime monarchique, ce qui permet d'éviter tout mélange des genres et toute suspicion de la part des censeurs. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs que la manière dont il représente les vices du pouvoir dans la Rome antique est dénuée de lien avec la monarchie dont il est le contemporain. Mais ça, c'est une autre affaire. What does this mean, my lord? The king doth wake tonight and makes carouse, keeps wassail and the swaggering upspring reels, and as he drains his draughts of Rhenish down, the kettle drum and trumpet thus bray out the triumph of his pledge. Is it a custom? Aye, merriest. But to my mind, though I am native here and to the manor born, it is a custom more honoured in the breach than the observance. This heavy-headed revel, east and west, makes us traduced and mocked by other nations. They call us drunkards. And with swinish phrase soil our reputation. And indeed, it takes from our achievements, though performed at height,